Bonjour à tous, bienvenue dans ce topo ConfTube. Je m'appelle Valentin, je suis interne de néphrologie et je vais vous parler de deux techniques qui sont la dialyse et les échanges plasmatiques. Ce sont deux choses qui peuvent paraître un petit peu en marge du programme, mais en réalité quand on regarde les annales, quand on regarde les concours blancs nationaux et régionaux, on se rend compte qu'à travers pas mal de petites questions, ça peut tomber. Donc j'ai décidé de vous faire un petit topo pour vous expliquer un petit peu tout ça. On commence par un historique avec, en 1861, le phénomène de dialyse qui est découvert par Thomas Graham. En 1911, la première dialyse sur un chien grâce à l'irudine. L'irudine, c'est quoi? C'est un anticoagulant qui a été découvert récemment et qu'utilise John Abel pour faire la première dialyse. Et c'est très important parce qu'on ne peut pas dialyser sans anticoaguler. Ça, c'est une première notion. En 1923, on a une première dialyse sur un homme par George Haas. Et en 1943, c'est William Koch qui va inventer le premier rein artificiel. Et c'est notamment après cette Seconde Guerre mondiale qu'on va avoir un développement assez phénoménal de la dialyse, avec notamment la dialyse aiguë tout d'abord, parce qu'il y a pas mal de patients, de soldats qui restent sous les décombres et qui font des rhabdomyolyses. Et puis ensuite, par la suite, le phénomène de dialyse chronique va se développer de façon assez considérable aussi, avec en 1950 les premiers abords vasculaires viables qui vont être inventés. On va parler de santé publique avec 82 000 personnes en traitement de suppléance, dont 36 000 transplantés, 46 000 dialysés. Parmi ces 46 000 dialysés, on a 90% d'hémodialyse et 10% de dialyse péritonéale. Il faut savoir que ce traitement est très onéreux, puisqu'une année d'hémodialyse coûte 25 000 à 50 000 euros par an par patient. Donc c'est énorme. Quand vous avez des questions sur la transplantation versus la dialyse, il faut savoir que, grosso modo, c'est un petit peu mieux pour tout. En tout cas, c'est prouvé pour la qualité de vie, pour la morbidité cardiovasculaire, pour l'espérance de vie et pour le coût après la première année de transplantation. Ça, c'est un petit schéma qui récapitule tout avec la part de transplantés en vert, la part d'hémodialysés en bleu et la part de dialyse péritonéale. Petit laïus sur les termes, on parle de transplantation quand on a un apport d'organes vascularisé. Donc dès qu'on a des anastomoses, on parle de transplantation. Par contre, on va parler de greffe et de greffer quand on va apporter un organe qui est avasculaire. Donc par exemple, c'est le cas de la greffe de cornée. Donc attention à ces deux termes qui sont un petit peu différents quand on les prend de façon fine. Comment ça marche au niveau physiologique? Il y a deux grands phénomènes, les transferts diffusifs. Donc les transferts diffusifs, c'est quoi? C'est ce que vous avez appris en première année avec les osmoles, c'est-à-dire qu'on a une membrane perméable, on a une certaine concentration d'un côté, et cette animation vous montre que progressivement, les molécules vont s'équilibrer et donc on obtiendra tout ça. Il faut savoir que ça dépend à la fois des concentrations et des pores à travers le coefficient de perméabilité. Le deuxième phénomène qui permet de faire la dialyse, c'est les transferts convectifs ou ultrafiltration. Et là, cette fois-ci, on va appliquer une pression qui va permettre de réduire le volume, donc de faire une déplétion. On va pouvoir soustraire du volume à nos patients dialysés. Ça dépend du débit de filtration et puis aussi des pores à travers le coefficient d'ultrafiltration. Comment est-ce qu'on pose une indication de dialyse? C'est quelque chose que vous savez en général, mais je repasse le message, on ne dialyse pas sur un chiffre de créatinémie. Pareil, quand on veut faire une greffe préemptive, c'est-à-dire qu'on va greffer avant l'hémodialyse de façon très précoce, on ne se base pas sur le chiffre de créatininémie. J'insiste là-dessus. Sur quoi on se base? On se base sur des paramètres cliniques, c'est-à-dire l'asthénie du patient, s'il a des crampes, s'il a l'hypertension, s'il a la rétention hydrosodée, des nausées, de la dénutrition. Et puis sur des paramètres biologiques, l'urémie, la vitesse de dégradation du débit de filtration glomérulaire, l'hypercalémie, l'acidose, etc. Donc ça, après, c'est des discussions de spécialistes pour savoir si oui ou non, selon ces paramètres, on dialyse ou pas. On va commencer par la première technique de dialyse qui est la plus répandue, l'hémodialyse, comme notre cher maître Yoda. Il
faut savoir que dans le schéma classique, c'est à peu près 3 séances de dialyse par semaine sur 4 à 6 heures. Il nous faut pour ça un abord vasculaire, un anticoagulant, une circulation extracorporelle à usage unique et un bain de dialyse avec une eau qui est traitée qu'on dit eau osmosée. Au niveau du régime alimentaire, il faut savoir que le dialysé ne peut pas manger n'importe quoi. Il a d'abord une restriction hydrique de 500 cc plus la durée résiduelle, c'est-à-dire que s'il a une résiduelle de 300 cc, on va pouvoir lui faire boire 800 cc par jour. Ensuite, il a un régime qui est pauvre en sel, qui est riche en protides, environ 1,2 g par kilo par jour, et qui est normocalorique, 30-35 kcal par kilogramme par jour. On va parler maintenant des abords vasculaires de l'hémodialyse avec le cathéter central double voie. Ça, c'est une technique surtout d'urgence avec un temps incompressible de 30 minutes pour monter la machine de dialyse. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des cas cliniques et qu'on vous dit dialyse en urgence, il faut minimum 30 minutes pour mettre en place, mettre le cathéter, etc. Les voies qui sont utilisées, on a d'abord la voie jugulaire interne, ensuite la voie fémorale. Il faut savoir que la voie fémorale est plus rapide à mettre en place, mais qui a plus de complications, notamment infectieuses et thrombotiques. Donc après, c'est à discuter selon les équipes. C'est souvent des cathéters qui sont mis en réanimation. Ensuite, on a un autre message à vous faire passer. Il faut éviter la voie sous-clavière en dialyse. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, on peut avoir des thromboses d'aval. Et quand on a une thrombose d'aval chez quelqu'un qui est dialysé chronique, le problème, c'est qu'on ne pourra plus mettre de fistule artério-veineuse si le lit d'aval vasculaire est bouché. Donc, très important à retenir, éviter la voie sous-clavière. Ensuite, on a des cathéters qu'on dit tunnelisés sous la peau. Donc, ceux qui sont passés en stage en hémodialyse ou en néphro, ils ont surtout entendu parler de cathés-canaux ou de cathés-quintons ou d'autres types de cathés du nom de leur créateur. Et en fait, ce sont des cathéters tunnelisés sous la peau qui vont s'aboucher dans la veine jugulaire interne. Et donc, le grand intérêt, c'est qu'on peut dialyser de façon longue durée. Et ça, c'est souvent pour les patients typiquement qui ne sont pas suivis en néphrologie, qui ne sont pas connus insuffisants rénaux chroniques et qui vont arriver sur une décompensation aiguë, qui ne vont pas récupérer leur fonction rénale et qu'on va devoir dialyser un certain temps avant que la fistule artério-veineuse va être fonctionnelle. Cette fameuse fistule artério-veineuse, c'est quoi? C'est une artérialisation de la veine pour augmenter son calibre, donc c'est-à-dire qu'on va aboucher une veine et une artère au niveau du membre supérieur non dominant. Elle va être fonctionnelle sous 1 à 3 mois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va attendre qu'elle atteigne un débit de 300 à 600 ml par minute qui est nécessaire pour pouvoir dialyser. Maintenant, on va parler un petit peu de l'autre technique de dialyse qui est la dialyse péritonéale. Il y a grosso modo 2 seules contre-indications qui sont relatives, les antécédents de chirurgie abdominale et puis les dénutritions ou hypoalbuminémie sévère. 2 grands types de dialyse péritonéale. D'abord, la dialyse péritonéale manuelle. Dans ce cas-là, on fait 3 à 5 échanges par jour de 4 heures, soit 8 à 10 litres de dialysa en tout. Et puis la technique automatisée où on va faire les échanges la nuit. Et là, le grand intérêt, c'est pour les personnes qui sont encore dans la vie active, qui ont un travail, et faire les échanges la nuit, ça permet de ne pas trop s'absenter pour faire des séances de dialyse. Le régime alimentaire, grosso modo, c'est pareil qu'en hémodialyse, mais cette fois-ci, on a une restriction hydrique qui est moins sévère parce que généralement, en dialyse péritonéale, on a une durée résiduelle qui est conservée plus longtemps. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, faut parler du cathéter qui est utilisable sous 15 jours. Ça, c'est ce qui est marqué dans votre référentiel, mais en général, il y a d'autres équipes de néphrologie en France qui considèrent qu'on peut l'utiliser directement. Mais bon, pour le CN, on va dire qu'il faut retenir ce chiffre de 15 jours puisqu'il est marqué dans votre référentiel. On va mettre l'extrémité de ce cathéter de dialyse dans le cul-de-sac de Douglas et l'autre extrémité qui va être abouchée à la peau, tunnélisée sous la peau, en latéraux-ombilical. Et donc le principe, ça va être d'envoyer des poches de dialysa au niveau du péritoine et d'utiliser la membrane péritonéale comme membrane de dialyse pour faire les échanges et épurer du coup toutes les toxines de l'organisme. Lorsqu'on a une infection de ce cathéter de dialyse péritonéale, on parle de péritonite tertiaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 types de péritonite, primaire, secondaire, tertiaire. Là, on est dans le cadre de la tertiaire.
Et donc, en première intention, on va tenter de sauver le cathéter par des injections de vancomycine, plus ou moins d'aminozides en intrapéritonéal. Lorsque les choses se compliquent ou qu'on a une infection qui est très sévère, on va directement retirer le cathéter de dialyse avec des antibiotiques qui vont être passés cette fois-ci par voie générale et plus ou moins faire un lavage péritonéal chirurgical. Si on compare l'hémodialyse à la dialyse péritonéale, la dialyse péritonéale, comme l'avantage, elle a d'être moins coûteuse. Elle permet, comme on disait tout à l'heure, de faire un traitement à domicile qui est plus simple, donc qui est plus adapté pour les personnes qui sont dans la vie active. Et puis ensuite, il faut savoir qu'elle est mieux tolérée sur le plan hémodynamique. Par contre, elle a d'autres désavantages. C'est qu'elle a des performances d'épuration qui sont moindres, avec des difficultés pour les grands gabarits. Et puis une durée d'utilisation qui est quand même limitée parce qu'en fait, les propriétés d'épuration de la membrane péritonéale vont s'altérer avec le temps. Enfin, on va faire une deuxième grande partie avec les échanges plasmatiques. On commence par la définition. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait remplacer le plasma par des solutés de substitution. Ces solutés de substitution, en général, ce sont les colloïdes et l'albumine. Et puis, pour les microangiopathies thrombotiques et certains déficits de la coagulation, on va utiliser le plasma frais congelé. Ce sont des situations généralement d'urgence et puis des pathologies qui sont quand même assez graves, assez sévères, parce que c'est un traitement qui est lourd. Et on substitue à hauteur de 60 ml par kilogramme par séance. Moi, ce que j'avais fait en D4, c'est que j'avais fait un petit tableau pour répartir un petit peu les indications de ces échanges plasmatiques. Et j'avais divisé ça en 3 catégories. La catégorie néphrologie, la catégorie neurologie et la catégorie hémato-médecine interne. Donc en néphrologie, on l'utilise surtout pour les maths, donc c'est-à-dire le PTT et le CHU, et puis toutes les autres maths adjacentes. Pour les vascularites, le goût de pasture, les ANCA, le lupus, périartérite noueuse, cryoglobulinémie, et puis les autres aussi. Et enfin, la dernière partie en néphrologie, c'est pour la transplantation rénale, et on comprend que c'est pour le rejet aigu humoral qu'on va utiliser ces échanges plasmatiques, puisque ce sont les anticorps qui sont dissous dans le plasma qu'on va avoir tendance à vouloir épurer. Enfin, on a aussi la partie neurologie, donc c'est-à-dire c'est assez connu pour le Guillain-Barré, pour la masthénie. Ça peut être aussi mis en place pour les scléroses en plaques sévères, pour la maladie de Devic ou neuromyélite optique avec les anticorps anti-aquaporine 4. Ça, c'est cité dans vos référentiels comme diagnostic différentiel de la sclérose en plaques généralement. Et puis les affections neurologiques liées au streptocoque, c'est-à-dire les tiques associées, et puis la chorée de Sydenham. Enfin, en hémato-médecine interne, on a tout ce qui est gammapathie monoclonale lorsqu'il y a une hyperviscosité ou une atteinte rénale, les dermatopolymyosites, les dyslipidémies sévères, et puis les hyperthyroïdies dans certains cas. Des non-indications, c'est-à-dire souvent les distracteurs dans les QCM qui vont vous mettre, par exemple, on va vous mettre un QCM, est-ce qu'on utilise les échanges plasmatiques pour tel ou tel cas? Et donc, il faudra mettre faux. On ne l'utilise pas pour l'amylose, pour la sclérose latérale amyotrophique, pour l'encéphalopathie hépatique, pour le Parkinson, pour le Crohn, pour les myopathies, etc. Ça, c'est une liste qui est non exhaustive, mais grosso modo, c'est des pièges que j'avais trouvés moi en QCM lorsque je passais le CM. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année qui est difficile, pour ces années d'ailleurs qui sont difficiles. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux topos sur Conftube ou ocni.fr.